Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce temps d'échange consacré à un segment souvent méconnu mais absolument central dans la dynamique économique américaine, les small et mid cap cotés aux États-Unis. Ce sont les entreprises qui innovent, qui créent de la valeur, qui portent une grande partie de la croissance réelle, mais qui restent parfois en marge des radars des investisseurs européens. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir les deux fondateurs de Venn Capital, Dimitri Boimard et Pierrick Corbel, une maison qui a choisi de se spécialiser sur ce segment avec une approche singulière, une gestion construite sur l'intelligence collective d'un panel de gérants sélectionnés, chacun apportant son regard, ses convictions et sa lecture du marché. Leur fonds fête son premier anniversaire, l'occasion idéale de revenir sur la philosophie qui les guide, la manière dont le portefeuille est construit, les caractéristiques du fonds et bien sûr les enseignements de cette première année sur le terrain américain. Merci à vous deux d'être avec nous aujourd'hui. Et si vous êtes d'accord, on commence par la première question. Avec plaisir. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Bonjour Stéphane. Bonjour Dimitri. Alors pour commencer, pouvez-vous nous présenter Venn Capital, votre histoire, votre positionnement et ce qui vous a conduit à créer un fonds dédié aux small et mid cap américaines? Tout à fait. Donc Pierrick et moi avons créé Venn Capital en 2019 avec une conviction forte mais simple, qui est que dans le domaine de l'investissement, aucune équipe, aussi talentueuse soit-elle, ne détient seule la vérité. Pourquoi? Eh bien parce que toute équipe de gestion est exposée à un certain nombre de biais, que ce soit des biais de style, value ou encore croissance, ou encore des biais qu'on appelle des biais comportementaux, cognitifs ou des biais émotionnels, comme l'excès de confiance, les biais d'ancrage ou les biais de confirmation. Et l'ensemble de ces biais, biais de style et biais de comportement, vont influencer le processus de décision et peuvent amener le gérant à commettre un certain nombre d'erreurs. Fort de ce constat, de cette conviction, et alors que la plupart des sociétés de gestion reposent sur une vision unique, souvent la vision d'une équipe ou pire d'un seul gérant, nous avons choisi de développer une approche différente et différenciante que nous appelons l'approche collective alpha. Cette approche, elle vise à capter le meilleur de la gestion active, à savoir des convictions fortes, validées pour des raisons fondamentales, tout en cherchant à corriger les nombreux biais inhérents à toute gestion active. Le principe est simple, nous n'investissons pas sur des idées validées de façon isolée, mais au contraire sur des idées validées indépendamment par plusieurs équipes de gestion de qualité. Pour prendre une analogie avec une situation de la vie quotidienne, si on consulte un médecin et que le médecin pose un diagnostic important, on va aimer chercher un deuxième, voire un troisième avis. Si les avis convergent, le degré de confiance dans ce diagnostic va augmenter. Et c'est vraiment en fait cette approche que nous appliquons, cette logique que nous appliquons au domaine de l'investissement. Autrement dit, nous investissons sur les plus fortes convictions communes d'un panel de gérants présélectionnés. Alors, à ce jour, nous avons une gamme de 3 fonds actions. 2 fonds ont été lancés en octobre 2019 avec comme partenaire Arkea Asset Management. Le premier fonds, ADS Venn Collective Alpha Europe, investi sur les grandes capitalisations européennes. ADS Venn Collective Alpha US, investi sur les grandes capitalisations américaines. Le fonds dont on va parler aujourd'hui, ADS Venn Collective Alpha SMID US, investi, comme son nom l'indique, sur les petites et moyennes capitalisations américaines. Il a été lancé également en partenariat avec Arkea Asset Management en juin 2025. Donc, il dispose d'un track record de bientôt 1 an. Toutefois, il s'appuie sur une stratégie que nous avons développée à partir de fin 2018, ce qui nous donne plusieurs années de recul à la fois sur son comportement, mais également sa capacité à créer de la performance dans la durée. Et sans effleurer le reste du discours, on a souhaité lancer le fonds il y a 1 an parce que la conjoncture nous paraissait plutôt porteuse pour un tel segment. Parfait, très bien. Bonjour Pierrick. Votre méthode donc repose, comme on vient de le voir, sur une sélection de gérants et une forme d'intelligence collective. Concrètement, comment construisez-vous le portefeuille et en quoi cette approche vous distingue-t-elle des modèles plus classiques? Ouais, alors merci Stéphane. Donc, en effet, comme Dimitri l'évoquait, ce qui distingue notre approche des modèles plus classiques, c'est vraiment cette volonté de gommer au maximum la subjectivité qui, bien souvent, va être source d'erreur dans une gestion. Donc, concrètement, si on essaie de découper un peu le processus d'investissement, il y a une première étape qui va être une étape au cours de laquelle on va sélectionner plusieurs dizaines de gérants fondamentaux qui sont indépendants,
complémentaires en termes de style de gestion. Et le trait commun de ces gérants, c'est qu'ils respectent une certaine discipline de gestion et puis qu'ils possèdent un track record éprouvé. Dans un deuxième temps, on va aller analyser trimestriellement les portefeuilles de ces gérants sur la base de publications réglementaires, qui s'appellent les 13F aux États-Unis, afin d'identifier leurs convictions communes les plus fortes. Donc, en clair, on va chercher des sociétés qui sont détenues simultanément pour des poids significatifs par plusieurs de ces gérants de grande qualité. Et à partir de là, la troisième étape, ça va être de construire notre portefeuille, qui va être un portefeuille concentré sur 40 valeurs, équipondéré, qu'on va rééquilibrer tous les trimestres. Donc en clair, à chaque trimestre, on remet à plat le portefeuille sur 40 dossiers qui seront investis à 2,5%, et ces dossiers reflétant les plus fortes convictions communes de ce panel de très bons gérants qu'on a présélectionnés en amont. Donc ça, c'est vraiment le process. Peut-être deux remarques importantes sur la méthodologie de construction de portefeuille. Première remarque, il s'agit d'un portefeuille qui est tout le temps pleinement investi à 100%. Ça, c'est très important parce que en fait, ça va venir éviter la tentation du market timing et prémunir de ce risque qu'il peut y avoir de sortir finalement au pire moment. On l'a vu régulièrement ces dernières années et encore très récemment dans la séquence des mois de mars, avril, mai, on a des marchés actions qui évoluent de plus en plus souvent avec des coups d'accordéon, des baisses rapides, mais qui sont souvent suivis de rebonds tout aussi rapides. Et malheureusement, il y a un biais cognitif qui est universel. C'est ce biais d'aversion aux pertes qui va faire que souvent, les investisseurs ils vont être tentés de désinvestir, de se couper au pire moment dans la baisse et donc manquer les rebonds. Donc, en ayant cette discipline de toujours être investi à 100%, on va se prémunir de ce risque-là. Deuxième élément important, on l'évoquait, on s'appuie sur un panel de gérants qui ont des approches très différentes. Donc, on va avoir, in fine, un portefeuille qui va être naturellement équilibré, sans biais de style marqué. Et ça permet aussi de s'affranchir des mouvements de rotation qui sont de plus en plus violents, en fait, entre les styles value et les styles croissance. Donc, en résumé, ce qui va rendre notre approche particulièrement différenciante, c'est qu'elle permet, en premier lieu, de s'affranchir d'une certaine dépendance à un gérant star, de venir lisser les biais individuels, et puis surtout, finalement, de transformer une multitude de convictions individuelles en une décision d'investissement qui va être structurée et disciplinée, alors que là où beaucoup d'approches de gestion reposent encore aujourd'hui sur une lecture, une vision unique, notre approche, elle consiste à organiser de façon méthodique la confrontation de points de vue afin d'essayer d'en extraire le meilleur, finalement. Parfait. Des éléments qui amènent déjà une réponse à la question suivante. Donc Dimitri, pour les conseillers qui nous écoutent, pouvez-vous détailler les caractéristiques clés du fonds dans le sens univers d'investissement, construction du portefeuille, la concentration et la gestion du risque et la liquidité? En premier lieu, on va peut-être revenir sur l'univers d'investissement des mid-cap qui offre un gisement assez exceptionnel au sein de la cote américaine. C'est un segment qui est particulièrement riche et diversifié et qui va vraiment permettre de s'exposer finalement de façon assez granulaire à l'économie réelle américaine. C'est un univers qui est composé d'environ 1 millier de sociétés, qui sont des sociétés déjà bien établies, mais qui disposent encore d'un certain potentiel de croissance, et un potentiel de croissance qui est relativement important, compte tenu du positionnement de ces sociétés dans le cycle de vie d'une entreprise. Pourquoi il y a une telle croissance? C'est que c'est très souvent des sociétés qui sont en cours d'acquisition de gains de parts de marché, qui sont assez actives en termes d'innovation produit, ou encore qui sont actives dans tout ce qui est opération de consolidation, notamment consolidation sectorielle. Ce qui fait que sur longue période, on constate que les mid-cap ont tendance à croître plus vite que les grandes capitalisations, tout en étant plus stables que les petites capitalisations. C'est ce que certains appellent parfois le sweet spot de l'investissement, parce que finalement, on a une conjugaison, un équilibre assez parfait entre stabilité, pérennité des sociétés et dynamisme, croissance bénéficiaire. Donc, c'est un univers qui est particulièrement intéressant. Pour répondre plus spécifiquement à la question du positionnement du fonds, le fonds ADS Venn Collective Alpha SMID US investit sur des capitalisations boursières comprises entre 1 et 50 milliards de dollars. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, la capitalisation moyenne est autour de 15 milliards de dollars. Donc, c'est vraiment des sociétés bien établies, liquides. Il n'y a aucun problème de liquidité sur la stratégie.
Et là, on commence à parler un petit peu de gestion du risque. Mais si on va un peu plus loin concernant la gestion du risque, puisque Pierrick a déjà parlé de la construction de portefeuille, on voit qu'en fait, la gestion du risque, elle est vraiment pleinement intégrée dans la discipline de construction au travers d'un processus qui est très systématique, comme Pierrick a pu l'exposer. Mais si on rentre davantage dans le détail, je dirais qu'il y a 3 grands piliers de gestion du risque, 3 niveaux de contrôle du risque. Le premier niveau, c'est la réduction du risque d'erreur individuelle. C'est vraiment au cœur de notre approche. On s'appuie sur l'intelligence collective d'un panel de gérants en étant investi sur des convictions partagées par plusieurs très bons gérants, ce qui permet d'éviter ou de limiter le risque de subjectivité lié à une décision qui serait la décision isolée d'un gérant qui peut être un peu dans sa tour d'ivoire. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, l'angle philosophique de notre approche. Le deuxième niveau de contrôle du risque, c'est qu'on a une construction de portefeuille qui est active, une gestion de conviction, mais diversifiée. Je rappelle, le portefeuille est construit sur 40 titres équipondérés, donc 2,5% par position. L'active share est de 90%, donc l'active share, c'est finalement le degré de différenciation. 90%, c'est très actif. Donc c'est vraiment la volonté de notre stratégie d'offrir une stratégie de conviction. Et on a l'habitude de dire ce sont des convictions assumées mais diversifiées. C'est-à-dire que on souhaite éviter, là aussi, de dépendre à une poignée de titres, à un thème en particulier ou à un style. Pierrick l'a bien mentionné, on a vraiment une stratégie qui est très équilibrée entre value et croissance. Donc ça, c'est le deuxième layer, le deuxième niveau de contrôle du risque. Et puis, pour finir, le troisième niveau est lié à la mécanique de rebalancement. On a un rebalancement qui est trimestriel, et cette mécanique en fait de rebalancement, elle est assez vertueuse. Si on veut donner 2 exemples très différents pour montrer à quel point ça permet d'éviter des écueils bien connus de la gestion, on peut prendre premier cas, première typologie, ce sont les titres qui ont bien performé au sein de la stratégie. Naturellement, en fait, le poids de ces titres va se reluer en portefeuille, donc ils vont passer de 2,5 à 3 ou 4% par exemple. Lors du rebalancement, très souvent, ces titres vont être bien notés, notamment si la conviction collective reste forte, mais on va ramener ces positions à 2,5. Et là, ça permet en fait une prise de profit graduelle et systématique, et ça permet surtout d'éviter un biais bien connu en gestion, qui est de laisser en fait une position performante prendre progressivement une place un peu excessive dans les portefeuilles. Alors, ce qu'on appelle parfois un peu vulgairement le gérant qui tombe amoureux de sa valeur et qui devient peut-être un peu trop complaisant, moins regardant sur les niveaux de valorisation. Et bien ça, cette mécanique de rebalancement trimestriel permet de façon systématique, sans émotion, de prendre les profits régulièrement. À l'autre bout du spectre, eh bien, on a les titres qui vont au contraire sous-performer. Et là, la mécanique vient imposer en fait une véritable discipline. Et elle est peut-être encore plus probante parce que en général, les positions perdantes vont vraiment peuvent coûter très cher dans un track record parce que le gérant peut confondre conviction et entêtement. La frontière est parfois ténue. Et le risque, en fait, chez un gérant, c'est de rester trop longtemps investi sur des dossiers qui s'avèrent être des value traps. Et là, la mécanique, en fait, de scoring et de rebalancement va permettre de sortir la position, sauf si plusieurs gérants continuent de la soutenir. Mais si les gérants, à l'inverse, se laissent diluer sur la position, il y a de grandes chances que le score soit moins bon et que ce titre sorte de notre sélection. Donc, si je résume, en fait, on a 3 niveaux de contrôle du risque. Le premier, qui est vraiment lié à la philosophie de gestion, c'est la réduction du risque d'erreur individuelle. Deuxième levier, c'est une construction de portefeuille de conviction, mais diversifiée. Et le troisième niveau, c'est la mécanique de rebalancement. Ce qui fait qu'on a une approche du contrôle du risque qui repose moins sur des stop-loss, sur des arbitrages tactiques, mais davantage reposant sur un processus robuste et discipliné en matière de construction de portefeuille. Parfait. Une question pour Pierrick. Le fonds fête son premier anniversaire. Qu'avez-vous appris de cette première année et comment le comportement du segment small mid-cap américain en 2023 et 2024 a-t-il influencé vos décisions et vos résultats? Ouais, alors c'est vrai qu'un an post-lancement, c'est l'occasion de faire un point d'étape, hein, en effet. On sort en fait de plusieurs années qui avaient été plus difficiles pour la classe d'actifs en réalité. Et aujourd'hui, hein, on a des petites et moyennes capitalisations américaines qui ont retrouvé une dynamique beaucoup plus favorable au cours des 12 derniers mois. On est ravis finalement parce que c'est vrai qu'on estimait qu'il y avait une fenêtre de lancement qui était assez opportune sur la classe d'actifs.
Et ça s'est plutôt bien cristallisé, parce que la classe d'actifs et plus précisément le fonds ont dégagé sur 12 mois des performances à 2 chiffres assez significatives. Donc encore une fois, on est doublement ravis également pour les investisseurs qui nous ont honoré de leur confiance au lancement du fonds. Donc j'en profite pour les saluer et pour les remercier à nouveau. Donc ça, c'est pour ce qui est de la performance absolue. Maintenant, concernant la performance relative, donc la surperformance, on a une stratégie qui a dégagé de la surperformance depuis le lancement par rapport à l'indice Russell Midcap, donc qui est notre plus proche comparable. Donc c'est un résultat qui est assez satisfaisant aussi, parce que je vais y revenir, mais l'environnement a été quand même assez particulier, assez compliqué. Donc c'est vraiment une création de valeur qui s'explique essentiellement par le stock picking, avec notamment 3 OPA au sein de la sélection depuis le lancement. Et ça, c'est quelque chose qui est globalement en ligne avec la stratégie qu'on suit depuis fin 2018 maintenant. Donc ça, c'est vraiment pour on va dire le point d'étape depuis un an. Maintenant, pour en revenir sur la question des enseignements, c'est vrai qu'on a une année écoulée qui a rappelé l'importance d'avoir une discipline au sein d'un processus d'investissement. On a à nouveau connu des phases de volatilité très marquées, je l'évoquais, pas plus tard qu'au printemps dernier. Et donc c'est vraiment, au risque de me répéter, un type d'environnement où il faut disposer d'un cadre d'investissement qui soit structuré, systématique. Ça nous paraît vraiment essentiel pour éviter la prise de décision émotionnelle de court terme. Au-delà de la volatilité de marché, il y a un des enseignements qui, à nos yeux, est un des enseignements les plus marquants sur cette année. Ça concerne l'évolution de la structure même du marché. Nous, on reste très optimiste sur la classe d'actifs. On est persuadé que on va dire les moteurs qu'on évoquait il y a un an sont toujours présents, vont toujours continuer à soutenir la classe d'actifs. Par contre, on pense qu'il faut vraiment aujourd'hui attirer l'attention des investisseurs sur le niveau de concentration actuel des marchés autour de certaines grandes thématiques, notamment l'intelligence artificielle, et puis par répercussion plus récemment à la thématique des semi-conducteurs. On a des indices de petites et moyennes capitalisations qui restent beaucoup moins concentrés que leurs homologues sur les grandes capitalisations. Néanmoins, une des nouveautés de 2026, c'est qu'on constate de plus en plus de concentration des performances au sein des indices. Si je prends l'exemple de l'indice Russell Midcap que j'évoquais précédemment, auquel on se compare finalement, si on regarde un peu comment se construit la performance de l'indice depuis le début de l'année, donc c'est un indice qui a à peu près 800 composantes, les 5 principaux contributeurs, ils sont tous liés aujourd'hui à la thématique de l'IA. Et pour donner quelques chiffres, ces contributeurs, ces 5 titres, ils représentent un poids moyen au sein de l'indice en 2026 de l'ordre de 3,5%. C'est quand même pas grand-chose. Mais par contre, ils expliquent en termes de construction de performance 40% de la hausse de l'indice depuis le début de l'année. Donc c'est vraiment, ça nous rappelle finalement que voilà, un indice, ça peut sembler diversifié en apparence, tout en restant dépendant, très dépendant même d'un nombre limité de moteurs de performance. Et donc ça vient vraiment rappeler l'intérêt, selon nous, d'une diversification qui soit plus marquée au sein d'une allocation, afin de réduire la dépendance à quelques valeurs et puis de bénéficier d'une exposition plus large à l'économie américaine, qui est quand même qui offre énormément de pans d'investissement au-delà de juste des thématiques en surchauffe aujourd'hui à nos yeux, telles que les semi-conducteurs par exemple. Parfait, très clair. On arrive déjà presque à la fin de cet entretien. Une dernière question pour Dimitri. Pour conclure, quels seraient selon vous les 3 arguments majeurs pour regarder aujourd'hui les small et mid cap américaines au regard des perspectives et des catalyseurs que vous identifiez pour les prochains trimestres? Les facteurs qui nous avaient poussé à lancer la stratégie il y a un an sont toujours présents. Mais je vais les détailler davantage. Le premier argument favorable au mid-cap tient essentiellement finalement aux caractéristiques structurelles de la classe d'actifs. On l'a dit tout à l'heure, les mid-cap offrent historiquement une croissance bénéficiaire supérieure aux grandes capitalisations boursières, ce qui s'est traduit sur longue période par une surperformance. Donc historiquement, quand on analyse les mid-cap par rapport aux grandes capitalisations, les mid-cap ont tendance à surperformer dans la durée, ce qui permet en fait de s'exposer à une classe d'actifs qui est un levier de création d'alpha. Deuxième élément structurel, c'est que, Pierrick en a déjà parlé, c'est une classe d'actifs qui est plus hétérogène, qui est mieux diversifiée. Donc, elle permet de s'exposer à des pans plus larges de la cote américaine. Cet argument, il est peut-être encore plus pertinent aujourd'hui, compte tenu de la concentration exceptionnelle
des indices de marché, en particulièrement des indices de grande capitalisation comme le S&P 500 ou le Nasdaq par exemple. On le voit tous les jours, une part très importante de la performance de ces indices provient maintenant d'un nombre très limité de grandes sociétés. Et donc, il y a un intérêt à aller chercher de la diversification ailleurs. Et les mid-cap permettent effectivement de s'exposer à des leviers de croissance et de performance plus diffus, plus variés. Donc ça, c'est un premier argument. Il y a un deuxième argument qui est plus conjoncturel, qui concerne la valorisation. Historiquement, les mid-cap avaient tendance à se négocier avec une prime de valorisation par rapport aux grandes capitalisations parce qu'elles offraient un profil de croissance supérieur. Aujourd'hui, notamment en raison d'un très grand nombre de flux sur les grandes capitalisations et les mid-caps sont relativement délaissés par les investisseurs, bien, la classe d'actifs se traite avec une décote qui est assez significative par rapport au large cap. Donc ça fait un point d'entrée particulièrement attractif avec l'espoir d'un potentiel de rattrapage en termes de valorisation. Et puis, il y a un troisième argument qui est un peu différent, qui est finalement la capacité de la gestion active à créer de la valeur par rapport aux indices au sein de cet univers. On entend souvent qu'il est très difficile de surperformer les indices de grande capitalisation. Au sein des mid-cap, en fait, l'histoire est un peu différente. Ça s'explique par plusieurs facteurs. C'est premièrement, finalement, un univers qui est très hétérogène, donc qui devrait pousser plus de suivi de la part des investisseurs. Or, on constate que finalement, ces sociétés sont moins suivies. Si on veut donner un chiffre, il y a à peu près 80% des small et mid-cap qui sont couvertes par moins de 5 analystes. Et ça, en fait, ça entraîne, quand on a un gisement très large, avec des sociétés très, très différentes et peu ou moins suivies par les analystes, et bien, ça ouvre un certain nombre d'inefficiences qui sont source d'opportunités pour les gérants actifs, disciplinés. Et donc ça, c'est un élément assez important, c'est qu'en fait, les gérants actifs sont capables de créer de la valeur et de la surperformance par rapport aux indices. Donc, vraiment, si je devais résumer l'ensemble de ces points, on a une classe d'actifs qui permet aujourd'hui une diversification intéressante par rapport aux grandes capitalisations qui sont très concentrées sur un thème assez unique, qui est l'intelligence artificielle. Les mid-cap permettent de se diversifier, de s'exposer à l'ensemble de l'économie américaine. On a une croissance bénéficiaire qui est toujours soutenue. Et puis, cerise sur le gâteau, on peut entrer sur cette classe d'actifs aujourd'hui avec une décote de valorisation qui est assez attractive, ce qui en fait un point d'entrée assez unique. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux pour ces éclairages. Donc, on arrive à la conclusion. Donc, ce que je retiens de notre échange aujourd'hui, c'est d'abord la richesse et la profondeur du segment des small et mid-cap américaines, un univers vaste, dynamique, souvent en avance sur les tendances économiques et technologiques. Je retiens également la singularité de votre approche fondée sur l'intelligence collective de gérants sélectionnés, qui permet donc de capter des angles de vue complémentaires et surtout, je dirais peut-être d'éviter les biais individuels. Un vrai différenciateur donc dans un marché aussi large et hétérogène. Et enfin, donc ce premier anniversaire montre que votre méthode est déjà donc pleinement opérationnelle, un cadre clair, une construction de portefeuille disciplinée et une lecture fine des signaux du marché américain. Merci à tous les deux pour ce partage et merci à toutes et tous pour votre participation. Nous vous invitons à consulter la documentation disponible sur le site de Patrimeta et à poursuivre la discussion avec les équipes de Venn Capital. Merci à tous. Au revoir. Merci Stéphane, merci à tous. Au revoir.